Le proverbe que je vous ai choisi ce soir, le savoir n'est pas difficile, seule sa mise en pratique l'est. Et c'est particulièrement vrai pour l'instant sagesse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans nos habitudes ou dans notre façon de fonctionner qu'on sait, qu'on connaît, mais par contre, quand il faut agir dessus, c'est pas toujours évident. Bon, je vous l'ai mis en chinois, si vous voulez vous amuser avec Google Traduction, vous pouvez entendre la phrase en chinois. Voilà. Et justement, j'ai mis ce proverbe-là en lumière parce que je voulais rebondir sur ce qu'on avait évoqué la dernière fois, sur le fait d'aller dans les profondeurs. Si vous étiez là la dernière fois, je vous ai dit, le but, c'est de travailler sur le nœud karmique, ici, hop. Et pour travailler sur le nœud karmique, il est nécessaire de descendre dans les profondeurs. Donc c'est bien de le dire, hein, c'est ce qu'on trouvait dans le proverbe, mais c'est plus compliqué à faire. Donc pour pouvoir se faciliter la vie, je vous ai listé un certain nombre de conseils, on va dire, en termes d'état d'esprit, dont les Anglais diraient de mindset, c'est-à-dire dans quel état d'esprit il serait préférable de se mettre pour faciliter ce travail de descendre dans les profondeurs. Alors, je vous en ai listé un certain nombre, il y en a sans doute encore des milliers d'autres, et je ne les ai pas hiérarchisés, hein, c'est vraiment en vrac, je les ai sortis comme ça me venait un petit peu à l'esprit. Alors, si on prend la première ligne, alors vous avez une colonne favorisée, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'il faut privilégier, et éviter, ben voilà, on fait du mieux qu'on peut, mais si on peut éviter, c'est aussi bien. Sachant qu'il y a des choses qui sont au-dessus de l'iceberg qu'on voit, mais n'oubliez pas qu'il y en a 9/10 qui sont invisibles. Hein. Donc c'est pas parce qu'on fait des efforts que ça marche forcément, parce que ben, on n'a peut-être pas travaillé là où il fallait, quoi. Alors, première ligne, ne pas confondre l'humilité et le complexe d'infériorité. C'est-à-dire que ce qui est important de favoriser, c'est l'humilité, parce que l'humilité, c'est ce qui permet d'apprendre. L'humilité, c'est se dire, ah tiens, je sais pas, je vais écouter cette personne parce qu'elle a l'air compétente dans son domaine. Et l'estime de soi, ça renvoie aussi, si vous voulez, au complexe d'infériorité, parce que l'estime de soi, c'est savoir où on est, savoir ce qu'on vaut, mais c'est pas parce qu'on n'est pas compétent dans un domaine ou c'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on est forcément une crotte. Ben, le complexe d'infériorité, c'est ça. C'est la personne qui pense qu'elle ne vaut rien, tout le temps. Et vous avez des gens qui travestissent, qui donnent l'impression d'être humbles, alors qu'en fait, ils sont juste dans un complexe d'infériorité. Parce que si vous leur donnez les moyens d'être, à ce moment-là, ils ne sont plus humbles. Mettez un uniforme à quelqu'un et vous voyez comment il peut se transformer. Voilà. Alors, chaque ligne, on pourrait la développer pendant des heures et des jours. Là, je vous dresse un petit portrait et vous y réfléchissez. Et puis, ce qui pour moi est intéressant, c'est que vous reveniez avec des questions pour qu'on puisse approfondir. Hein, parce que là, je vous ai déjà expliqué que pour moi, j'étais dans le vide et c'est extrêmement perturbant et compliqué de faire un travail interactif quand j'ai que vos messages, quoi. Alors, ensuite, plus facile à saisir, favoriser la patience, prendre son temps, on ne se précipite pas. Mais le piège, c'est de tomber dans la procrastination. La procrastination, c'est remettre toujours à plus tard. Donc, vous voyez, prendre son temps, oui. À certains moments, on peut se dire, bon, je vais faire un tour en forêt parce que j'ai besoin de réfléchir, etc. Mais il ne faut pas oublier de revenir sur la question qu'on s'était posée quand on partait en forêt. Enfin, on n'est pas obligé d'aller en forêt et se poser des questions, hein, mais moi, c'est ma façon de faire. L'autre ligne, distinguer ce qui est de la persévérance et de ce qui est de l'obstination. L'obstination, c'est la mouche que je vous décrivais tout à l'heure et qui tape contre la vitre et qui n'a pas compris, bon, elle ne sait pas ouvrir la fenêtre, bien sûr, mais elle se dit, non, mais je vais pouvoir traverser la vitre. Ben, l'obstination, c'est ça.
Alors que la persévérance, c'est dire, OK, je veux aller de l'autre côté, je vais essayer une fois contre la vitre, 2 fois, bon, ça passe pas, je vais essayer une autre méthode. Mais je ne lâche pas mon objectif qui est de passer de l'autre côté, qui est de sortir, quoi. La persévérance, c'est ça, c'est ne pas lâcher son objectif. L'obstination, c'est voir que ça et en oublier le reste. L'autre ligne, on en a parlé tout de suite, c'est favoriser le travail en profondeur et éviter la superficialité. C'est ce que je vous disais, vous lisez un article vite fait, et ça, les réseaux sociaux sont très propices à ça, puisque ça speed, ça va vite, tac, 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 vous voulez guérir votre cancer, pop, 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 prenez du gingembre, pop, 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 ça va très vite, ah ouais, trop bien, hop, et puis vous commandez. Voilà. Non, non, on prend le temps, on réfléchit, on va chercher des informations contradictoires. C'est ça le travail en profondeur. Ensuite, favoriser la joie, éviter le sérieux. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de sérieux qu'on est obligé de faire la gueule. Vous voyez, la recherche intérieure, c'est quelque chose de sérieux, mais enfin de sérieux. Ouais, enfin on peut dire comme ça. Enfin c'est important pour réussir sa vie, mais c'est pas la peine de faire la gueule. C'est ce que je disais quand je donnais des cours de tai chi et de qigong. Je dis, si vous venez faire du tai chi et que vous faites la gueule, ça sert à rien. Hein, il vaut mieux aller boire un coup avec les potes et rigoler, quoi. Ce sera plus profitable. Voilà, essayez de mettre un petit peu de jovialité et voilà, même si la recherche intérieure, c'est quelque chose qui est important, enfin, qui peut paraître important pour certains, mais ça peut se faire dans une certaine joie. De toute façon, si on fait la gueule, ça n'améliore pas la situation. Hein, donc, Ensuite, favoriser le travail de conscience à ne pas confondre avec l'excès de réflexion. L'excès de réflexion, c'est la pensée obsessionnelle. Imaginez que vous avez un problème et vous voulez absolument le résoudre. Eh bien, ça devient obsessionnel. Vous ne pensez qu'à ça. Alors que le travail en conscience, c'est de se dire, ah tiens, j'ai ce problème-là, j'ai conscience qu'il faut que je le résolve. Maintenant, je vais prendre un petit peu de recul et puis je vais essayer de voir quelle serait la meilleure stratégie à adopter. Mais il n'y a pas ce truc obsessionnel de la mouche qui se tape la tête contre la vitre. Vous voyez? Bon, je pourrais vous en parler longuement de ça. Enfin, comme des autres d'ailleurs. Ensuite, le travail intérieur, le travail de recherche des profondeurs, c'est un travail qui est long, avec des périodes de découragement, avec des périodes que je compare souvent à Christophe Colomb qui est au milieu de l'océan, la mer est d'huile, il y a l'estomac qui gargouille, il sait qu'il peut pas faire marche arrière, mais voilà, il faut garder la foi et continuer à avancer. Ben, à certains moments, on est un peu des Christophe Colomb de la recherche intérieure. Donc, rester concentré, persévérer, oui, mais si on est trop concentré, ça peut déboucher sur une fatigue mentale, sur des tensions intérieures. Donc, travailler la concentration, oui, mais à certains moments, c'est se ménager des temps de break pour relâcher cette concentration. C'est comme si vous contractez un muscle tout le temps. Il arrive un moment où vous avez des courbatures, quoi. À certains moments, il faut se détendre pour pouvoir repartir, pour faire un effort. Ça, c'est quelque chose que, alors j'ai la chance de travailler chez moi, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, moi, ça m'arrive souvent, voilà, quand je fais quelque chose que je cherche, eh bien, je suis concentré sur mon truc. Et puis, environ toutes les 3/4 d'heure, toutes les heures, je vais faire un tour dans le jardin. Ça permet aussi de relâcher l'esprit. Bon, voilà, là, j'ai la chance de pouvoir le faire. C'est pas le cas de tout le monde. Alors ensuite, la discipline, c'est la différence avec le laisser aller. Alors, certaines personnes sont intrinsèquement disciplinées et d'autres ont besoin de routine. Une routine, c'est-à-dire à 8 heures, je fais ça, à 8h15, je fais ça, à 8h30, je fais ça, le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça. Oui, bon. Il y a des gens qui ont besoin de routine pour pouvoir mettre en place une discipline. Dans la discipline, il y a souvent des rituels. Vous voyez que tout ce que j'ai listé là, il y a beaucoup de choses que j'ai pris des arts martiaux. La discipline, c'est le dojo est propre, c'est là où on pratique, c'est propre, c'est on salue le lieu quand on arrive, on salue le partenaire, on salue le maître. Vous voyez, dans la discipline, il y a aussi ce côté rituel que vous trouvez aussi dans les religions.
Le laisser aller, ben, c'est arriver avec un kimono qui est sale, c'est ne pas être rigoureux sur les horaires, etc., etc. Bon, alors après, on verra ici sur cet axe-là qu'il ne faut pas non plus exagérer. Après, ça dépend de chacun, mais si vous sentez que le laisser aller est quelque chose vers lequel vous pouvez tendre assez facilement, eh bien, la mise en place d'une discipline peut être intéressant. En tout cas, c'est évaluer si vous avez besoin ou pas de mettre en place des routines parce que sinon vous n'arrivez pas à être suffisamment discipliné. Ensuite, ça, que ça soit en sport, que ça soit dans la recherche intérieure, dans toutes les techniques, la régularité. Je suis pas musicien, mais les gens qui apprennent la musique, enfin, dès qu'on est dans un apprentissage, dès qu'on est dans une recherche, dès qu'on est dans quelque chose, la régularité, ça c'est extrêmement important. Et la régularité, ben, ça rejoint joie et sérieux. Il faut pas que ça soit une obligation. Alors, vous pouvez vous dire, par exemple, bon, ben, je sais pas, moi, je fais mes exercices tous les jours, sauf le dimanche. Mais il faut pas que le lundi, oh ouais, mais je l'ai pas fait le dimanche. Ouais, non, mais je le ferai demain. Puis vous voyez, c'est là où on tombe dans le mauvais travers. Donc régularité, oui, mais attention à ce que ça ne devienne pas des obligations, parce que c'est là où après on commence à faire la gueule. Donc faut que ça reste un plaisir. Vous voyez, je sais pas, vous brossez les dents tous les jours, c'est régulier, ça a un caractère un peu obligatoire, mais vous vous sentez mieux après, donc ça c'est plutôt sympa, quoi. Enfin, on est content après avoir pris une douche ou après s'être brossé les dents. Bah ça c'est un peu la même chose. Faut que ça reste un plaisir, quoi. Comme me disait un stagiaire une fois, il dit oui, mais toi je sais plus, il disait oui, toi ça t'amuse. Bah, de toute façon, cette recherche intérieure, on n'a pas le choix. Donc autant en faire un jeu. Voilà. Ensuite, quelque chose qui est assez intéressant, esprit neuf, spontanéité. Vous voyez, ça fait référence à la vision de l'enfant. Dans le zen, quand on fait du tir à l'arc, on dit il faut tirer la flèche comme si c'était la première fois, parce qu'on a la spontanéité de la première fois, et comme si c'était la dernière, pour s'investir complètement dans la flèche. Eh bien, l'esprit neuf, c'est tirer la flèche comme si c'était la première fois. Et vous savez, des fois, vous faites une activité avec des débutants et puis ils ont la chance du débutant, ou ils ont la compétence du débutant, ou ils ont l'intuition du débutant, et ça se passe très bien. Voilà, ça peut arriver. Donc ça, ce sont des caractéristiques, je dirais, qu'on retrouve chez les enfants, mais c'est le bon côté des enfants. Un enfant, vous lui proposez quelque chose de nouveau, il va être émerveillé, et puis il va avoir plaisir à le découvrir. Avec une certaine spontanéité, justement. Mais le piège, le système à l'excès, ça donne du butinage. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui, lorsqu'il a il a fini avec un groupe, il change de bac à sable. Ah ouais, mais là-bas, les seaux, ils ont une plus belle couleur, et puis les gars, ils ont l'air plus sympas. Hop, il change de bac à sable à chaque fois, et il n'arrive jamais à aller pas au bout des choses, mais au fond des choses, vous voyez? Donc, attention au butinage. Vous avez ça, par exemple, les gens qui font faire 3 mois de tai chi, puis après ils vont faire 3 mois de sophro, puis après ils vont faire 3 mois de yoga, puis ils vont dire de toute façon chez moi ça marche pas. Bah oui, mais c'est bien de vouloir découvrir une technique, mais c'est bien aussi de se laisser le temps qu'elle fasse effet. Ensuite, l'investissement en foi, l'intégrisme, obsession. Alors l'investissement, c'est ce que je vous disais, tirer la flèche comme si c'était la dernière, donc je mets tout. Et puis trop s'investir, ça peut être obsessionnel, où on ne pense qu'à ça. Et puis dans la foi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Christophe Colomb, c'est-à-dire que quand vous avez un trou d'air, parce que vous dites ouais, mais quel est le sens de tout ça, à quoi ça sert? Tout à l'heure on parlait de souffrance, on perd voilà un être aimé. À quoi ça sert tout ça? Vous voyez, il y a toujours des moments de mou comme ça. Et donc, garder la foi que tout ça a du sens, c'est important. Que le sens, on le comprend pas forcément tout de suite. Mais aller trop loin dans ce système-là, c'est verser dans l'intégrisme.
Ouais, quand vous prenez des gens qui ont la foi, qui sont religieux et qui vont trop loin, ça donne des gens extrêmement rigides et qui ne pensent qu'à travers leur système. Donc voilà, attention au piège. Alors, structure, rigidité. Avoir un esprit structuré, c'est, comme dans le corps, avoir une colonne vertébrale. C'est ce qui permet de tenir debout. C'est ce qui permet aussi de se mouvoir, enfin de se tenir debout et de se mouvoir. Mais sur un plan mental, c'est la même chose. C'est-à-dire avoir une trame. Par exemple, quand je vous parle là, j'ai ma trame et puis je laisse venir les idées comme elles viennent. C'est pour ça que régulièrement, quand on se quitte, je me dis, purée, j'ai oublié de dire ça. Ça, tu l'as mal expliqué, ça, machin. Bon. Mais si je prépare trop, je suis chiant comme un jour sans pain, enfin encore plus. Donc voilà, j'ai abandonné. Donc un esprit structuré, c'est avoir, par exemple, vous faites un exposé, vous avez un plan, puis après vous vous laissez aller. Alors que la rigidité, c'est justement, vous savez, c'est les gens qui ont un prompteur et puis qui lisent le truc. C'est pas très agréable pour l'auditoire. Et puis la rigidité, elle peut devenir enfermante et on perd de la mobilité sur un plan mental comme on perd de la mobilité sur un plan physique, c'est la même chose. Donc, de la structure, oui, mais attention à ne pas verser dans la rigidité. Idem, on tourne toujours un peu autour du même concept entre la rigueur et l'approximation. Donc, de la rigueur, oui, mais il ne faut pas que ça devienne non plus de l'obstination. Parce que souvent, le complexe d'infériorité, il peut se caractériser par du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est la peur d'être pris en défaut ou d'être prise en défaut parce qu'on a mal fait les choses. Et donc, si quelqu'un vous dit « Ah, mais ça, tu l'as mal fait », hop, c'est tout de suite le complexe d'infériorité qui remonte. Donc, pour ne pas être confronté à ce désagrément, la personne va être perfectionniste et va chercher à faire tout bien. Mais ça peut avoir un caractère obsessionnel, rigide, trop de rigueur, trop de discipline, trop de concentration. Ouais, ça peut aller vers du trop, quoi. Les gens perfectionnistes, bon, je le suis un peu, mais c'est vite fatigant, quoi. Donc de la rigueur, oui, hein, on s'attend à ce que quand vous sortez de chez le garagiste, vous n'ayez pas à revisser les roues, ou que le chirurgien n'oublie pas des compresses à l'intérieur de votre ventre ou autre. Vous voyez, ou le pilote, voilà, vous savez qu'il est rigoureux, qu'il a vérifié tous les trucs de l'avion et que maintenant on peut décoller. Vous voyez, la rigueur, c'est plutôt rassurant. À l'inverse de l'approximation qui est mais ça va bien aller, on verra bien, etc. Et puis en fait, alors l'approximation, elle a l'avantage d'être un petit peu rock'n'roll, ça met de la souplesse. La rigueur, ça peut avoir le côté je planifie tout, j'organise tout. Vous voyez que ça peut être vite ennuyeux aussi, quelqu'un qui est trop rigoureux, trop structuré, trop discipliné. Tout, une fois de plus, tout n'est qu'une question de juste milieu et d'aller vers une voie qui n'est pas forcément le systématique. Il est important d'être rigoureux dans certains cas, puis à certains moments, on peut lever le pied. Moi, je pense être rigoureux dans mon job quand je joue au tennis parce que je suis en mode fun, je suis un chien fou, quoi. Puis je m'en fous parce que je joue. Ou c'est le but du jeu, justement, c'est de ne pas forcément être rigoureux. Ou après, c'est plus un jeu. Mais bon, enfin, si vous jouez aux échecs, par exemple, ça va vous demander de la discipline, de la rigueur, etc. Mais à condition que ça reste un jeu. Si ça devient un sport, c'est autre chose. Voilà, donc ici, je voulais vous donner un certain nombre de pistes à cultiver pour pouvoir favoriser ce travail intérieur, pour pouvoir vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir faire ce travail intérieur. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. Vous avez sans doute vous aussi des lignes parce que vous savez qu'à certains moments, hop, vous penchez du mauvais côté. Ça n'a pas valeur de recette universelle et infaillible. Ça donne des pistes. À vous d'y réfléchir. Et puis, peut-être qu'il y a des pistes dont vous avez déjà conscience, puis peut-être que là, il y en aura que vous avez découvert. Alors, Elodie, trop de discipline peut entraîner une fatigue mentale. Bah oui. La discipline, elle implique une fatigue mentale lorsque on le fait en force, lorsque c'est une obligation, et lorsqu'on n'est pas forcément clair avec le contrat qu'on a passé avec soi-même. Si par exemple, vous vous dites tous les matins, je vais courir 10 km.
et que cet objectif n'est pas réaliste, vous allez être obligé de chercher, de vous faire des nœuds dans le cerveau pour dire si, mais il faut aller, il faut les faire, c'est 10 km, tu l'as dit, machin et tout. Alors que peut-être que ce qui vous conviendrait, c'est de faire 2 km, de passer le contrat avec vous et de dire bah, tous les matins, je fais 2 km parce que je trouve ça sympa, ou je fais le poirier pendant 3 quarts d'heure, ou je sais pas, peu importe. Mais est-ce que l'objectif que vous vous fixez est réaliste? Ou est-ce que vous dépassez une limite parce qu'il y a des peurs? Et c'est peut-être là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau du perfectionnisme. Le perfectionnisme, en fait, c'est la conséquence d'une peur. Je vous ai déjà expliqué, hein, comme la jalousie, c'est la conséquence de la peur de perdre. Le perfectionnisme, c'est la peur de passer pour un nul, la peur d'être pris en défaut. Donc, peut-être que dans le domaine où vous estimez trop discipliné, essayez de voir quelle est la peur. Par exemple, on peut être très discipliné en sport parce qu'on veut performer. Pourquoi on veut performer? Parce que on veut soulever la coupe et j'existerai quand j'aurai soulevé la coupe. Voyez, essayez de vous poser la question de savoir ce qu'il y a derrière cette obligation de trop de discipline. Voilà. Si vous le désactivez, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la peur qui remonte? Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.